Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter, peut-être pour la première fois, je me souviens pas, un livre que j'ai eu le bonheur de traduire, de Ramesh Balsekar, Explorer l'éternel, en sous-titre Essai sur l'enseignement de Nisargadatta Maharaj, aux éditions Almora. Un très beau livre, selon moi, un peu ardu, mais qui vaut vraiment la peine. Un extrait de la 4e. Balsekar explore ici les enseignements de son maître, Nisargadatta, dont il est devenu le porte-parole, obéissant par là à la demande que Nisargadatta lui-même lui avait adressée. Écrit et parle de mon enseignement. Répondant à des questions de chercheurs spirituels sur l'enseignement de Nisargadatta, Balsekar nous en donne ici les clés et nous permet de goûter l'ambiance qui régnait auprès de lui dans son petit appartement de Bombay. En plus de ces précieux éclaircissements sur Nisargadatta Maharaj, Balsekar fait aussi référence à d'autres sages de la spiritualité comme Lao Tse, Wangpo. Il plonge également dans des textes célèbres de l'Inde comme le Yoga Vasishta ou la Bhagavad Gita, et tisse même des liens entre la sagesse ancestrale de l'Inde et les découvertes des sciences contemporaines. Explorer l'éternel est véritablement un livre unique, en ce sens qu'il traverse une vaste étendue de la pensée humaine et qu'il atteint le point où la science et la spiritualité fusionnent dans la vérité suprême. Pardonnez-moi, voilà. La nature de la quête du soi. Je suis allé rencontrer Nisargadatta Maharaj en tant qu'individu, dans un état prononcé d'épuisement spirituel et de frustration intellectuelle, voulant savoir de quoi il en retourne avec tout ça. La manifestation phénoménale qui semble réelle et durable, et qui pourtant disparaît totalement quand je suis dans le sommeil profond. Et qu'est-ce que ce « je » qui s'introduit tout le temps, avec des attentes et des désirs à l'état de veille, et qui disparaît entièrement dans le sommeil profond jusqu'au réveil suivant? La réponse de Maharaj était simple et directe. Cette manifestation phénoménale est l'expression objective de cela qui est pure subjectivité, qu'on peut nommer le noumen, inconnu et inconnaissable en tant que substance ou quelque chose, ou que chose, parce qu'il l'est par lui-même et en lui-même. Vous et les milliards d'autres êtres sensibles faites partie de cette totalité de la manifestation phénoménale. Donc, tous les moi et les vous sont juste des apparitions ou des images reflétées de et dans cette unicité subjective dépourvue de nom, parce qu'elle est pure subjectivité, mais qui existe en tant que je, l'être infini et intemporel. Dans le chapitre « La perception L''apperception », la perception même est la réalité. Quand Krishnamurti parle de voir ou d'écouter en totalité, ce qu'il veut dire tel que je le comprends, c'est de laisser le mental flotter de façon naturelle, et alors la vision ou l'écoute est totale. Une des inévitables difficultés auxquelles on est confronté, c'est la contradiction fondamentale entre effort et relaxation. Apprendre la technique et cependant ne pas l'appliquer. Cette contradiction doit être confrontée dans presque tous les jeux et sports, et même l'étudiant de la philosophie Advaita n'y échappe pas.
c'est l'expérience de presque tous les étudiants de n'importe quelle activité sportive que leurs efforts du début étaient bien meilleurs que leurs compétences après quelques cours, et cette expérience est tellement frustrante que ça en incite beaucoup à abandonner leur discipline ou leur sport. La raison en est simple. Dans l'innocence et l'ignorance première des subtilités du jeu, l'étudiant se connecte entièrement à ses réflexes intuitifs et ça ne marche pas trop mal. Mais quand l'entraînement commence, on lui enseigne comment tenir sa position, comment tenir son instrument quel qu'il soit, ou concentrer son esprit et diverses autres suggestions techniques. Le résultat de tous ces stratagèmes d'entraînement est qu'ils bloquent la fluidité naturelle du mental et font s'arrêter le mental qui se met à chercher si ce qu'il fait est bon ou mauvais. Alors, progressivement et en fonction de la détermination et de la sincérité de l'étudiant, et bien entendu de ses aptitudes naturelles, la technique devient une habitude. Et dans cette mesure, elle passe à l'arrière-plan et le mental retrouve progressivement sa fluidité naturelle jusqu'à ce que l'étudiant devienne un adepte. Au niveau de l'adepte, le succès ou l'échec dépend presque entièrement du degré auquel le mental n'est pas autorisé à s'arrêter par une pensée étrangère de succès ou d'échec. Là, une histoire qu'on retrouve dans différentes traditions et qui là vient d'une histoire soufie. Alors pour Ramesh, c'est pour illustrer la possibilité même qu'il doive exister une base divine totalement en dehors du Dieu qui n'est qu'un concept, une invention de la pensée humaine, est difficile à comprendre. Une merveilleuse histoire soufie illustre admirablement ce point. Voilà. Donc, un banquet est donné en l'honneur du roi. Tous les invités sont placés en fonction de leur rang et seul un siège reste libre dans l'attente de l'arrivée du roi. À ce stade, un soufi dépenaillé rentre et s'assoit sur le siège réservé au roi. Le Premier ministre est très énervé et il s'approche du soufi avec colère et le dialogue suivant se déroule. Ministre: comment oses-tu t'asseoir sur ce siège? Es-tu un ministre important, même au-dessus de moi? Soufi: non, je suis plus que cela. Ministre: es-tu le roi? Soufi: non, je suis plus que cela. Es-tu le prophète? Non, je suis plus que cela. Alors es-tu Dieu? Non, je suis plus que cela. Le ministre horrifié: comment peux-tu dire cela? Plus que Dieu, il n'y a rien. Et le soufi répond: oui, je suis ce rien qui est tout. Et un tout dernier extrait. L'intégralité de la question du concept de non-dualité, c'est que le noumen non manifesté et le phénomène manifesté ne sont ni séparés ni à être réunis. Ils sont polarisés, des opposés interreliés de la dualité qui, quand ils se superposent l'un sur l'autre, disparaissent dans ce qui est phénoménalement un vide, un néant, mais qui est en réalité la plénitude du plénum de potentialité. Et un extrait d'un poème taoïste qui illustre aussi: la compréhension parfaite est sans difficulté.
excepté qu'elle évite de sélectionner et de choisir. Ce n'est que quand vous cessez de préférer ou de détester que tout sera clairement compris. Un cheveu de différence, et le paradis et la terre sont séparés. Si vous cherchez la vérité brute, ne soyez pas concernés par le bien et le mal. Le conflit entre le bien et le mal est la maladie du mental. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment ensemble en silence, à ne rien faire d'autre que simplement observer sans observateur, c'est-à-dire sans s'impliquer dans les pensées, les sensations, etc. Je vous remercie. À bientôt.